Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Les Enchanteurs, un livre signé Geneviève Brisac. Un livre qui ne nous emmène pas tout à fait dans un monde enchanté. Puisque ces enchanteurs, ces hommes qui, à un moment donné, enchantent le personnage principal de cette histoire-là, Nook, un personnage qui tantôt s'exprime à la première personne et tantôt, pour une prise de distance, est appelé Nook à la troisième personne, dans un texte qui est construit en collaboration avec une voix de lecteur, ce qui nous intègre, nous qui découvrons ce livre-là de manière peut-être plus forte dans le livre. Bref, cette Nook rencontre des hommes et ces hommes l'enchantent, mais on finit toujours par déchanter et les femmes finissent toujours par déchanter. Cette Nook, au début, c'est une femme qui a des rêves, qui vit une époque de libération, cette époque des années 68 et suivantes. Puis, il y aura le monde du travail. Puis, il y aura ces hommes qui vont, dans le monde du travail et dans la vie privée qui s'entremêlent, vont assez rapidement, sans qu'elle s'en rende compte, briser les rêves de la jeune fille. Merci, oh merci, de n'avoir jamais rien compris. Merci, oh merci, de m'avoir donné cette rage libre de venir jusqu'ici. D'une chanson d'Anne Sylvestre, qui est en exergue du livre, qui nous inscrit dans ce combat des femmes pour ne pas être traitées de manière condescendante par les hommes qui restent encore aujourd'hui souvent des enchanteurs, mais des enchanteurs dans le mauvais sens du terme. Voici comment ça commence. Chapitre 1, une vie entière. Le cœur battant, le cœur lourd, elle remplit le coffre de sa voiture. Je la vois de dos pour le moment. Un dos étroit, des cheveux fous. Je sais qu'il y a là sa vie entière. Le coffre déborde de tracts et d'affiches. Il sent la cigarette et l'encre. On y trouve aussi un duvet gris, des bières et un sac de voyage. Cette voiture est son bien le plus précieux. Un bien de couleur bronze, doré presque, un carrosse. Des camarades ouvriers de l'usine Renault à Flins la lui ont vendue à bas prix. Voiture dorée vaut mieux que bonne renommée. Elle emménage aujourd'hui à l'école normale supérieure des filles qui n'ont pas fait de grec. Fontenay, c'est ainsi qu'on la nomme, se situe à Fontenay, comme son nom l'indique. On y accède par un boulevard qui ondule à travers de beaux arbres. Nook se perd. Nook, c'est le nom de la fille. La voici qui se perd. Elle va se perdre beaucoup dans ce livre-là. Et puis un peu plus tard, tout d'un coup, Nook prend la parole. C'est moi, je me vois. Je descends dîner sans parler à personne, et personne ne me parle. Il n'y a là aucun visage familier, je n'ai jamais su aborder les gens, et mon air terrifié me maintient fermement dans ma solitude. On apporte de la soupe du couvent, mon Dieu, de la soupe, du gratin de pâtes, un yaourt. Je veux retourner au quartier latin et assister à une réunion sur n'importe quoi de vivant. C'est ça ma vraie vie. Sans jamais de soupe, mort aux soupes,
des cigarettes et des cafés et des dîners à minuit chez l'Afghan. Donnez-moi une assiette en plexiglas transparente remplie du riz à la carotte de l'Afghan. Je me retourne dans mon lit de fer, passer ce concours par conformisme, sans y réfléchir, les réussis par chance. J'ai aimé ces années irréelles, absorbées dans les livres en pensant à la révolution. Elle y croit à cette révolution. Mais la vie, les convenances de la vie et surtout le travail vont la reprendre. Elle rencontre un certain Berg, puis d'autres hommes qui vont avoir de l'emprise sur elle, Olaf, puis Werther, ces hommes qui la font travailler dans le monde de l'édition, un monde où elle se sent bien, mais où elle reste à distance. On vient de lire que Nook n'a jamais su aborder les gens, et elle reste aussi hors des convenances. Elle parle peu à ses collègues, elle reste dans un bureau isolé, mais elle se rapproche du patron, ce qui crée évidemment des jalousies, mais un patron qui joue avec elle, dont elle est amoureuse, elle est la deuxième ou troisième ou quatrième maîtresse, et encore, il ne se passe pas grand-chose, mais il lui raconte ses histoires. Bref, elle se fait prendre par la vie, elle fait des enfants qu'elle doit élever. C'est pas bien vu dans le monde du travail que des femmes enceintes ou avec enfants se présentent. Et toute cette banalité morose, toute cette violence cachée du quotidien, petit à petit va engloutir les rêves de Nook. Voilà un petit passage où on voit ce quotidien assez glauque. Oui, Werther offre à Nook des chaussures chic. Berg c'est le compagnon de Nook, le père des enfants. Et Werther, c'est son patron. Berg ne s'en aperçoit pas, il est à Marseille, il surveille Nook par téléphone, prend des nouvelles des enfants, lui fait des scènes de ménage de plus en plus violentes, chaque week-end traque des indices et des odeurs, mais ne sait plus rien de sa vie. Les petites filles s'en foutent, elles grandissent sans se méfier des pièges que leur prépare le monde. Elles rient tout le temps. Au bureau, en revanche, tout le monde les voit, les chaussures rouges, aux semelles rouges de chez Louboutou. Ma dodo, la standardiste, lui transmet désormais les appels en faisant des commentaires acides. Je te passe quelqu'un. Désolé, c'est pas Werther. Cathy Kai chantonne des chansons qui évoquent diverses tapineuses. Siegfried, le maquettiste qui ressemble à un ours chauve en sandales, boude. De ce côté du monde, les patrons, les propriétaires du prieuré, Guy Suchard et son cousin Marcel Prat ferment les yeux. Mais ils sont mécontents, et elle le sait. Ils trouvent qu'elle prend ses aises, qu'elle n'est pas sérieuse. « Vous voulez un transat dans votre bureau ?» lui a demandé Pratt un jour. Un transat, pourquoi faire? Elle s'en fiche complètement. Elle est une femme libre au paradis. Elle sait que cela durera toujours. Quelle erreur! Quelle erreur, c'est précédé d'un tiret, comme une parole, comme un commentaire d'un lecteur, d'une lectrice de ce livre-là, ou un commentaire peut-être de l'autrice. Et donc on voit bien que ce paradis dans lequel elle se croit, cette maison d'édition où elle travaille et où ça fonctionne bien, petit à petit, se crée une ambiance nauséabonde et l'annonce de ce qui se terminera brutalement. Voici le chapitre 21. Prélude à un mini-procès de type stalinien. Les titres sont
très bien pensé. Alors surgit le petit Suchard. Ça, c'était le chapitre 19. Suchard, qui est un de ses patrons, c'est le comptable dans la boîte. Et c'est le moment où, dans les maisons d'édition, ça n'est plus de dénicher les talents, les originaux qui comptent. C'est faire du fric. But Brutus said, chapitre 20. Et donc, chapitre 21, prélude à un mini-procès de type stalinien. J'ai trouvé sur mon bureau une note écrite au bic et signée Werther. Elle était attachée par un trombone à une liasse de feuilles. La liasse, précisément, que j'avais aperçue au café. Des feuilles remplies de chiffres entourées au stabilo orange. Celle, précisément, que Germain Suchard avait brandie. La note disait « Merci de venir au plus vite m'expliquer 2 ou 3 choses pas claires. » Ce n'était pas la première fois que je lisais un message de ce genre, cette prose pleine de sous-entendus. J'ai compris enfin que tout était organisé, prévu, planifié. J'étais une petite rate dans son labyrinthe. J'étais une accusée perdue d'avance. Une entreprise ressemble à un parti, je crois. Et les mécanismes staliniens sont toujours à l'œuvre, aujourd'hui comme hier. La liasse de feuilles était lardée de post-it de toutes les couleurs et annotée par diverses personnes de manière désobligeante pour moi. J'étais désigné sous l'appellation R2, mais je me suis facilement reconnu. R2, rédactrice numéro 2. Qui était R1 ? Je ne sais pas, personne. Ce 2 était simplement une marque de genre, comme le numéro de sécurité sociale, 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. R2 a signé au cours des dernières années plusieurs contrats à X1, X2 et X3 qui ne vendent presque pas de livres. Mais je ne signe rien, je n'ai pas la signature, je ne l'ai jamais eue, ai-je murmuré en me mordant les joues. R2 a prétendu que c'était de grands poètes, des femmes et des hommes qui savent écrire de façon libre et non conformisme. Celui qui épouse son époque sera veuf, dit-elle, à qui veut l'entendre. Elle a souligné qu'il fallait les protéger, que les éditeurs l'avaient toujours fait. Elle prétend que c'est un investissement prometteur. Ha ha ha! On n'est pas là pour accueillir la misère du monde. Ai-je jamais prononcé ces syllabes ? Investissement promoteur ? Sûrement pas. R2 a surfacturé une traduction, prétextant que le traducteur se mourait. Certes, elle n'a pas pu dire que c'était prometteur, MDR. Mais je ne signe pas les factures, ai-je murmuré, l'intérieur des joues en sang. Je n'en ai jamais eu le droit. Elle a dit que sa traduction était si belle qu'elle méritait d'être correctement payée. Elle a dit qu'il avait tant fait pour nous qu'on lui devait bien cela. On rêve. Sommes-nous payés pour dépenser l'argent des actionnaires ? Disait une grosse écriture enfantine, des lettres rectangles et mal reliées entre elles. C'était l'aide entre toutes l'écriture de Mathurine. R2 vit dans un monde de bisounours où les écrivains sont des rois et des reines, où on les couve en attendant que jaillissent leurs précieux écrits, où on les materne quand ils sont en panne, une conception totalement has-been, disait une autre note de Mathurine. Pour nous, ce sont de simples fournisseurs. Il est temps de rationaliser les coûts. J'ai songé qu'à chaque fois que ce mot de bisounours surgissait, il était porteur de mépris et de méchanceté. Les 30 glorieuses, c'est du passé. Il est urgent de revenir sur terre, de regarder en face la crise que nous traversons. Une dépense est une dépense. L'amortissement titre à titre est une nécessité, avait ajouté Marcel Pratt de son écriture minuscule au crayon à papier. On sentait dans ces mots crise, dépense, amortissement, nécessité, une vraie revanche du cynisme, de la joie, une libération. Fini le temps des envolées lyriques. Assez de slogans, effacez ces sottises. La lecture embellit le monde. L'art, c'est la pensée humaine qui va brisant toute chaîne. Les livres sauvent des vies. Vive les listings, vive les colonnes de chiffres, armées de préférence.
Je me suis demandé si l'inventeur des bisounours touchait des royalties chaque fois qu'un contrôleur de gestion ou une petite chef évoquait cette peluche disparue dans les années 90 et devenue depuis le bouc émissaire des chasseurs de dépenses farfelues. Je l'ai espéré pour lui. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans l'antre de Werther. On a frappé à mon plexiglas, ce plexiglas qui remplaçait la porte du box. Mathurine, le visage très rouge, a surgi. J'ai rendu intérieurement hommage à son courage dans la traîtrise. « Ils t'attendent, a-t-elle dit. Ils t'attendent dans le bureau de Germain. »« Ah bon, déjà ? Tu l'appelles Germain ?» Elle n'est pas restée pour écouter le trait d'esprit que je préparais. Je songeais à une citation de Marguerite de Navarre que j'affectionne particulièrement. « Si vous ne respectez pas une reine proscrite, respectez une mère malheureuse. » Je l'avais longtemps attribuée à Mary Stuart. Je me trompais. J'ai repoussé ma chaise et constaté que j'avais les jambes molles et les mains tremblantes et les poumons bloqués à hauteur de plexus. « Tu trembles, carcasse, me suis-je dit, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. » J'ai eu envie de courir après Mathurine. Tu savais que Carcasse était le nom de la jument de Turenne et non une auto-apostrophe. Mais comment courir ? Mon besoin d'intimité et de citation est décidément illimité, me suis-je dit, me demandant au passage si c'était le même symptôme. Et de quoi ? Et je suis entré dans le bureau directorial de Germain Suchard. Chapitre 22, que je ne vais pas lire. J'ai vu 3 hommes se lever. On avait commencé avec une chanson d'Anne Sylvestre. J'ai vu 3 hommes se lever, c'est dans une sublime chanson de Barbara, Nantes. Et ces 3 hommes sont évidemment annonciateurs de malheur. Ce sont les juges du procès stalinien que vit Nouk. Et puis ça se termine par un chapitre qui s'appelle « Je vous salue, crevette mal assise ». La violence de ce monde du travail, de ce monde de l'édition, de ce monde du livre qui, aujourd'hui, a peut-être perdu une partie de son âme. Alors il existe sans doute des maisons d'édition où ça ne se passe pas comme ça. J'ose espérer que les éditions de l'Olivier, où ce livre a paru, sont plus humaines que ce qu'on vient de lire ici, sont moins cruelles, en particulier avec les femmes dans ce monde qui reste un monde bâti pour des hommes avec une violence qui nous fait regretter les bisounours. Cette expression qui moi aussi m'horripile au plus haut point, le monde des bisounours, à quel point on devrait les admirer, les bisounours, plutôt que justifier un monde injuste au nom de quoi au fond ? Le rêve de révolution de Nouk, peut-être qu'il est temps de le réveiller. Voilà peut-être l'enchantement, les enchanteurs ou les enchanteuses qu'il nous faut aujourd'hui, les chanteuses tout simplement. Anne Sylvestre, Barbara, les autres, et Geneviève Mézac.